ronde des collectivités sur le thème « Les techniques sans trancher au cœur des grands enjeux d'aménagement des territoires ». Où en sont les collectivités sur le sujet? Quels sont leurs besoins et leurs attentes? C'est ce que nous allons voir avec... Nous avons Alain Pranveil, monsieur, chef de service maîtrise d'œuvre pour Rennes Métropole. Nous avons le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, le SIAV, avec monsieur Hakim Aikel, directeur général adjoint, et Jérôme Bourgoin, maître d'œuvre de conception et de réalisation. Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, avec monsieur Patrice Dupont, directeur de la DEA, la direction de l'eau et de l'assainissement. Nous avons également avec nous la métropole Grand Lyon, représentée par Olivier Méchéry, responsable grands travaux et galeries. Le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise, le SIARP, avec Sébastien Legrand, responsable du pôle patrimoine. Et enfin, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAP, avec Vincent Batman à mes côtés, directeur adjoint de la direction technique. Nous allons démarrer. Concernant les collectivités, je vais tout d'abord m'adresser à vous, Vincent Batman, pour savoir depuis combien de temps vous réalisez des travaux sans tranchée en agglomération parisienne. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc au SIAP, nous avons un patrimoine de réseau de 450 km qui alimente donc nos usines d'épuration et qui ont été construits donc au fur et à mesure des tranches qui ont été nécessaires de faire pour l'assainissement. Donc nous, nos premiers réseaux, en fait, petite recherche historique, en sans tranchée, datent de 1950-53, avec la construction du SAR, donc c'est le Sèvres à Cher branche de Rueil, qui a été mis en service en 1954. Et depuis, nous n'avons pas arrêté donc, nos constructions. Donc le SAR en 1954, c'était une construction en technique traditionnelle. Les premiers tunneliers sont arrivés dans les années 80 et depuis, nous avons toujours construit donc, nos réseaux en sans tranchée essentiellement. Donc 1954. 1954 pour la première tranche. Première tranche. Très bien. Je m'adresse maintenant à Hakim Aikel et Jérôme Bourgoin pour le SIAV. Pourquoi avez-vous décidé récemment à Valenciennes de vous mettre aux travaux sans tranchée? Donc bonjour à toutes et à tous. La décision de passer sur de la réhabilitation sans tranchée a démarré il y a 3 ans. Dans la mesure où on a fait un diagnostic un peu de notre territoire et donc des besoins se sont fait ressentir avec des contraintes en surface, aussi bien économiques, sociales que techniques. Et donc à partir de là, on s'est posé les questions, est-ce qu'on pouvait continuer à faire des travaux avec des tranchées ou est-ce qu'il fallait avoir une autre vision et un autre paradigme sur cette vision-là? Ce qui a fait qu'on a démarré à réfléchir pendant donc ensuite 2 années, grâce d'ailleurs à ce forum ici, dans lequel on s'est un peu documenté pour savoir quelles étaient les solutions à apporter par rapport à nos enjeux qui étaient sur du génie civil et en même temps sur des réseaux. Et donc c'est de ça qu'est parti donc un besoin et ensuite des contraintes environnementales, sociales et économiques qui ont fait qu'on a répondu à ça. Voilà, la réponse côté de Valenciennes. Jérôme, quelque chose à ajouter? Oui, je vais compléter juste un petit point, c'est qu'on a aussi sur notre région une contrainte souterraine qui est non négligeable. Tout le monde a pu, j'espère, voir ce que c'est qu'un PPRMT, mouvement des risques, risque des mouvements de terrain. En fait, sous le Valenciennois, ils extrayaient la craie blanche, ils en faisaient des pierres et ils faisaient toutes les églises, les gros bâtiments en pierre blanche. Ce gisement se situe entre moins 8 mètres et moins 20 mètres. Et sur certains territoires qu'on a, il y a des endroits où ça s'effondre, on voit même les fondations des maisons. Donc il est hors de question de commencer à mettre une pelle 15 tonnes et de faire des gros trous, parce que sinon on retrouve tout le quartier à moins 12 mètres. Donc on va s'attacher à faire de la réhabilitation sans tranchée sur ces territoires qui sont bien ciblés, bien répertoriés. Voilà une des raisons également pour lesquelles on se met à la réhabilitation sans tranchée. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Patrice Dupont pour savoir si en Seine-Saint-Denis, l'agence de l'eau vous pousse au sans tranchée. Bonjour à tous et à toutes. Et
je me permets, en qualité d'organisateur de ce salon, de vous souhaiter avant tout la bienvenue. Ce qui fait que mes propos seront parfois entachés de partialité, puisque évidemment je ne pourrais pas dire beaucoup de mal des tranchées comme vous pouvez le supposer. Pour répondre à votre question plus précisément, la réponse, si je la faisais à brute, elle serait décevante. Pourquoi elle serait décevante? Parce que l'Agence de l'eau, comme chacun le sait ici, c'est une institution qui se contente, j'espère que personne à l'Agence de l'eau ici va m'entendre et va me dénigrer, mais elle se contente de prendre de l'argent à ceux qui salissent l'eau pour la redonner à ceux qui la remettent propre, pour faire très court. Donc il est clair qu'elle n'a pas la vocation à prescrire la nature des travaux. C'est à chaque maître d'ouvrage qui est bénéficiaire de cette manne qui provient des pollueurs ou des préleveurs d'ailleurs, hein. Et elle est uniquement en quelque sorte distributeur d'argent. Elle ne peut pas se mêler à la manière dont le maître d'ouvrage va décider de réaliser les travaux. Pour autant, je disais que ça serait décevant si je m'en tenais là, parce que pour autant, ce que je peux vous dire en Seine-Saint-Denis, et puis au-delà de ça, nous travaillons à la FSCT avec les 6 agences de France et de Navarre, et nous avons toujours trouvé chez ces gens-là, chez ces collègues-là, beaucoup d'attention aux travaux sans tranchées, parce que bien sûr ça s'intègre dans une démarche plus vertueuse de respect des usages, respect de la ressource, et l'Agence de l'eau, comme tout à chacun, y est particulièrement sensible. Donc la réponse c'est non, mais à la fois quel partenaire précieux et attentif pour nous. Je termine en disant que l'Agence de l'eau a été pendant très longtemps administrateur de la FSCT. D'accord, message important à passer donc. Je vais maintenant m'adresser à Alain Pranveil. On va parler en fait du choix travaux avec tranchées versus travaux sans tranchées. Alors à Rennes, comment est-ce que vous établissez votre choix entre sans tranchées ou avec tranchées? Alors, avant de vous parler du logiciel qu'on a mis au point, juste rappeler des éléments contextuels de la métropole rennaise, qui est une jeune métropole, 4 ans d'existence, 46 communes sur un territoire très étendu, puisque c'est 700 km². On a récupéré un patrimoine, je peux vous le dire, en termes de gestion de l'eau pluviale qui est assez dramatique. Et vous le savez toutes qu'aujourd'hui, toutes les villes-centres ou les petites communes refont leurs espaces publics. Et c'est compliqué pour nous de dire à des élus qu'avant de faire le dessus, il faut vérifier le dessous. Et quand on voit l'état du dessous, l'état des canalisations en eau pluviale, il faut consacrer un budget très important pour la rénovation ou le remplacement du pluvial. Et ça vient grever le budget général et c'est très compliqué dans le contexte actuel. Deuxième point, donc, concernant la ville-centre Rennes. Rennes, vous le savez, c'est la 3e croissance démographique en France, après Paris, bien entendu, dans les villes de province. C'est une ville très dynamique, une construction de la 2e ligne de métro, le projet Euro-Rennes avec la ligne TGV, donc Paris-Rennes, qui est très récente. Et donc, c'est un atout d'avoir effectivement une ville très dynamique, mais c'est aussi un inconvénient. Pour ceux qui circulent à Rennes, c'est de plus en plus compliqué. Et donc nos élus, dans ce fin de mandat, avec plein de projets qui sont en cours de réalisation sur le métro, nous demandent d'être très vigilants sur les nuisances sociales, environnementales causées auprès des commerçants, des citoyens. Ça, c'est le premier point. Ils nous demandent aussi de réduire au maximum nos délais d'intervention pour les mêmes raisons. Et puis ils nous demandent aussi d'être très économiques dans nos coûts. Donc tout ça, c'est une équation qui est compliquée. Et en fin de compte, on a eu l'idée de dire, même si aujourd'hui les techniques sont bien connues sur les critères, puisqu'il y a un guide de l'ASTE qui parle très bien de la gestion patrimoniale, donc en fin de compte des sans tranchées, il fallait venir greffer dessus toutes ces nuisances sociales, environnementales. Et puis je ne vous ai pas parlé des contraintes réglementaires qui pèsent sur les collectivités, donc l'AIPR, l'intervention à proximité des réseaux sensibles qui complexifie énormément les travaux sans tranchées dans le centre-ville. Et puis tout récemment, il y a la loi de transition énergétique qui impose aux collectivités de recycler les déblais et évacuer les tranchées. Donc ça, c'est aussi un coût donc, pour les collectivités quand on doit évacuer ces déblais. Et puis il y a les sols pollués. Les sols pollués, on en a un peu partout. Et ça devient vraiment une problématique d'intervention en centre-ville. Donc quand on a dit tout ça, on s'est dit que ça serait bien de mettre à côté des critères qui sont déjà dans le guide de gestion patrimoniale, tous ces éléments-là. Et en fin de compte, on a fait tout un logigramme, je vais vous passer le détail. Pour faire court, en fin de compte, on agrège toutes les contraintes réglementaires, environnementales, sociales, techniques, etc. Et le projeteur doit mettre en face, en fin de compte, en fonction du projet, de son environnement, une note, sans tranchée ou avec tranchée, avec un coefficient de pondération qui tient compte, en fin de compte, du projet. Et en fin de compte, ça, c'est un outil de démocratisation pour amener le maître d'ouvrage. C'est un logiciel que vous avez mis en place. Voilà. Finalement. Donc ce logiciel est en place, il permet d'avoir un dialogue sur des éléments factuels avec un maître d'ouvrage qui est un peu effrayé quand même par les techniques sans tranchée. C'est trop technique, c'est trop compliqué pour lui.
Et en fin de compte, on voulait vulgariser donc, ce dialogue. Et en fin de compte, ça aide à un processus décisionnel démocratique. Et en fin de compte, on lui montre une grille d'éléments factuels, objectifs, qu'il comprend bien. Et on décide ensemble de la note qu'on va attribuer en fin de compte au projet. Et dans le contexte actuel, c'est bien souvent donc, le sang tranché qui arrive en tête pour les raisons que je vous ai évoquées. Mais ça, c'est quelque chose qui devient un processus décisionnel collectif. Alors qu'avant, c'était souvent le maître d'œuvre qui décidait de la technique. Donc là, c'est un processus démocratique. Très bien, merci beaucoup Monsieur Brandveil. Je m'adresse maintenant à Olivier et mes chéris. À Lyon, est-ce que vous avez encore des difficultés avec le sang tranché ou avec le choix des entreprises d'ailleurs? Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, là aussi je suis un peu entaché comme Patrice d'une certaine forme de partialité puisque je suis à la FSTT également. Les sangs tranchés, c'est une alternative. C'est une possibilité de pouvoir travailler autrement, d'avoir face à des contraintes, des difficultés d'ordre technique, d'ordre géographique, d'ordre géologique ou géotechnique. Mais cette technique, elle est toujours perfectible. Et ça, aujourd'hui, on a encore, j'allais dire, beaucoup avancé. La technique est encore peu connue, peu maîtrisée. Donc certains d'entre nous connaissent encore des difficultés parce qu'on apprend chaque jour. Mais c'est une technique qui est relativement fiable, qui est très très intéressante. Elle n'est pas la réponse à tout. J'ai toujours tendance à dire que le sang tranché n'est pas une réponse à tout, mais en même temps, il peut nous permettre de répondre à beaucoup de problématiques. Et en cela, elle est perfectible. Et une des difficultés qui a été déjà préalablement évoquée, c'est l'encombrement du sous-sol. Vous imaginez bien que, ne serait-ce que dans les travaux neufs, c'est-à-dire quand on crée un réseau, dans un réseau déjà encombré, même s'il est sans tranchée, il faut d'une part bien déterminer là où on se trouve. Malheureusement, sur le plan national, et encore plus forte raison à Lyon, on a connu des difficultés, des drames liés à des mauvaises implantations de réseaux. Et c'est en cela qu'il faut faire attention. Sur les tranchées, c'est la même chose. On rencontre le même genre de difficultés. Donc, il ne faut pas se leurrer. Pour autant, c'est vraiment un avantage et une plus-value que d'être sur les techniques sans tranchée. Alors, pour le choix des entreprises, ça va nous amener à un sujet qui est la qualification, la connaissance, la performance et l'expérience. C'est une technique qui n'est pas si jeune, mais en même temps qui est pratiquée depuis peu en France. Et aujourd'hui, s'il y a un savoir-faire, s'il y a une qualification, et on parlera certainement demain dans les exposés de la journée du CQP, dans le cadre des forages dirigés, une qualification qui va être reconnue dans le corps dans nos métiers. Et ça va nous apporter une plus-value et un meilleur choix de nos entreprises. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce point. Maintenant, je vais vous demander à tous ce que vous attendez de la FSTT. Comment est-ce qu'elle peut vous aider? Alors, on l'a vu, parmi vous, effectivement, il y a des parties prenantes. Nous avons des membres de la FSTT avec le vice-président, le président et un administrateur. Voilà, je vous demande d'être le plus transparent possible, bien sûr, pour faire avancer les choses. Je vais commencer avec vous, Monsieur Legrand. Comment pourrait vous aider la FSTT? Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, comme il a été rappelé précédemment, les techniques de travaux sans tranchée, c'est une technologie qui peut faire peur, qui est assez technique. Donc en tant que maître d'ouvrage, je pense que la première des choses que peut nous apporter la FSTT, c'est un appui technique justement, à travers de bon nombre d'outils de publications qui ont été mis en place par la FSTT, par la tenue de formations techniques et également d'événements tels que VST qui nous permet de nous mettre en relation, nous maîtres d'ouvrage, avec des professionnels du milieu et même d'autres maîtres d'ouvrage pour pouvoir échanger après ensemble sur les expériences de chacun et le vécu de chacun. Très bien. Merci. Qui veut prendre la parole? J'ai l'impression qu'il y en a un deuxième micro qui fonctionne peut-être ici. Oui, ça a l'air. Allez, je me lance. Très bien, Olivier. Alors, plus forte raison pour être aussi maître d'ouvrage. Donc, je confirme que c'est la montée en culture qui va nous permettre d'être plus performants. Déjà de connaître les techniques en soi. Savoir dans quelle manière elles peuvent répondre à différentes attentes. Ça peut nous aider. D'avoir un appui logistique, mais aussi de fonctionner en réseau. Parce que la FSTT, c'est aussi du réseautage. On en a parlé tout à l'heure. J'aime le terme, réseautage. Ça fait franglais. Mais ça nous permet d'avoir et de profiter des expériences des uns et des autres. À Lyon, on n'est pas meilleur ni moins bon que d'autres, mais on a expérimenté certaines choses. Et à contrario, d'autres collectivités ont expérimenté des choses qui nous permettent d'éviter de tomber dans les mêmes écueils
d'apprendre et de mieux préparer à la fois nos appels d'offres, nos cahiers des charges, mieux connaître la valeur de ce que ça coûte, de voir le gain aussi d'une technique avec ou sans trancher, et de là profiter de l'expérience de chantiers qui ont déjà été réalisés en France ou ailleurs. D'accord, avoir une vraie mise en commun en fait de vos retours d'expérience pour pouvoir nourrir chaque prochain projet. Très bien. Alors pour compléter ce que viennent de dire les collègues, donc la formation, c'est vrai que c'est la pierre angulaire donc, pour progresser de manière collective. Moi je rajouterais un point, c'est que l'élaboration de CCTP type pour les microtunneliers, comme est en train de le finaliser donc la FSTT, ça c'est vraiment fondamental pour les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage pour sécuriser la politique d'achat dans ce domaine. Donc ça permet de démontrer qu'en fin de compte, il faut de la matière première pour se lancer dans les études géotechniques préalables qui sont vraiment un point fondamental pour les techniques sans trancher, puis l'aide à la conception. Donc ça, franchement, c'est un outil qui va devenir hyper intéressant pour sécuriser la politique d'achat dans le sans trancher. Très bien, merci. Oui. Je vais tâcher de rester objectif, comme tout à l'heure je l'ai dit, hein, on est un peu trop nombreux à la FSTT ici, mais c'est pas grave. Simplement, ce que j'en attends, et ce que j'en attendrai, j'espère que c'est ce qu'on fait, c'est en fait l'espèce d'impartialité au niveau des techniques. Pourquoi je dis ça? La FSTT, c'est une association. Ce n'est pas un syndicat professionnel. On ne défend pas quelque chose, ou un groupe de pression ou un lobby. On défend une idée. L'idée du sans trancher, c'est notre ADN depuis 1990, hein, date de la création de la FSTT. Et je trouve que ce que nous pouvons attendre de la FSTT, c'est justement la capacité à cette association de mettre autour de la table, sans parti pris, sans chercher à défendre des intérêts des uns et des autres, des gens qui sont des bureaux d'études, des entreprises, des maîtres d'ouvrage, qui ne sont pas forcément d'accord, qui n'ont pas forcément tout à fait le même intérêt. Mais l'association est le lieu idéal, parce que ce n'est pas un syndicat professionnel, c'est le lieu idéal pour y arriver. Donc c'est le fameux réseautage cher à nos amis québécois qui met en jeu là. Mais je crois que c'est la distinction entre une fédération quelconque des TP ou un syndicat professionnel des candidateurs ou je ne sais trop quoi encore. Une association vraiment porte-parole de tous les acteurs du sans trancher. Très bien. Monsieur? Une réaction, oui. Pour ne pas répéter ce que mes collègues ont dit. Moi, ce que m'apporterait en fait la FSTT, ce que pourrait nous apporter la FSTT, en tant que maître d'ouvrage, il y a un peu plus de 2 ans, donc je me suis mis à rédiger un cahier des charges de réhabilitation sans trancher. Et ça m'a posé d'énormes difficultés. Il a fallu que je prenne vraiment mon bâton de pèlerin pour aller voir un peu tout ce qui existait sur le territoire national et notamment venir ici pour me former par rapport à des réalisateurs, des entreprises qui réalisent la réhabilitation et des entreprises qui vendent les produits. L'idéal serait pour que justement on dédramatise la réhabilitation sans trancher, c'est de nous permettre à de nouveaux maîtres d'ouvrage d'avoir une base de rédaction d'un CCTP, plus exactement, pour dédramatiser, enlever en fait cette histoire de dire c'est quelque chose de complexe ou voilà, c'est dédramatiser le fait que la réhabilitation sans trancher, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'un maître d'ouvrage peut s'approprier au-delà d'un maître d'œuvre et qu'il doit se former d'abord avant de demander à un maître d'œuvre de l'assister. Voilà, la connaissance du sans trancher. Oui, je voudrais juste rajouter une chose, et c'est à propos du CCTP type édité par la FSTT, et c'est qu'on attend de la FSTT, hein, je suis aussi administrateur, oui. Mais aussi en tant que maître d'ouvrage, les agents, on parlait de l'agence de l'eau, qui subventionne aussi sous condition que les études préalables soient parfaitement solides et que les conditions de réception également soient parfaitement arrêtées. Et c'est justement ce que la FSTT peut apporter comme garantie à une trame à suivre pour obtenir les subventions. Très bien. Merci, vous allez pouvoir repasser le micro. Je vais demander à Sébastien Legrand. Peut-être on va parler de la région de Pontoise justement. Voilà, Sébastien Legrand, en tant qu'expert technique, nous allons faire un focus sur la géologie. Est-ce qu'elle est assez bien appréhendée dans vos dossiers? Oui, totalement. Compte tenu du contexte géologique, notamment je pense à la ville de Pontoise où on a une importante présence de carrières dans les sous-sols, on ne peut pas se permettre de droit à l'erreur quand on réalise nos dossiers. Donc la géologie est totalement intégrée dans les études préalables que l'on monte avant de réaliser nos opérations. Et en fonction des résultats, il nous est déjà arrivé de pouvoir lancer des études complémentaires
via des études au radar, de la tomographie électrique, pour pouvoir s'assurer qu'on n'ait pas d'imprévu au moment de lancer notre chantier. Donc tous nos résultats sont systématiquement intégrés dans les DCE que l'on monte pour lancer nos phases travaux. Très bien, merci. Alors, pareil, je vous pose la même question à Monsieur Heikel, puisque vous êtes géologue et hydrogéologue d'ailleurs. Donc, qu'en pensez-vous de la place de la géologie dans les dossiers? Alors, à mon sens, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Pourquoi le maître d'ouvrage SIAV s'est approprié de rédiger soi-même son marché, son réhabilitation de son tranché? C'est qu'il a voulu maîtriser un peu tous les sujets. Quand il a travaillé avec les maîtres d'œuvre, on s'est aperçu justement qu'il y avait une non-maîtrise de la définition du besoin et des éléments qui accompagnent cette définition du besoin. Et dans les éléments qui accompagnent cette définition du besoin, c'est les études géotechniques, c'est les études géologiques et hydrogéologiques. Il y a un gros fossé aujourd'hui entre le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre dans ce domaine-là. Ce qui fait que, comme on a cette connaissance en interne, forcément on se l'approprie et on sait beaucoup plus que le maître d'œuvre. Ça, c'est un peu dommage. Mais ça veut dire que dans chaque dossier que nous demandons aujourd'hui aux entreprises de réhabilitation, on a une relation directement avec les entreprises. On a complètement occulté aujourd'hui la maîtrise d'œuvre externe, puisqu'on s'est approprié une maîtrise d'œuvre interne. Et donc cette relation avec l'entreprise est beaucoup plus fluide, dans la mesure où on lui apporte tous les éléments géotechniques pour répondre à la question. On n'a pas des sols compliqués, mais il y a une interface qui est indéniable, c'est la partie sol et sous-sol. Et souvent, elle est mal appréhendée et elle peut avoir de lourdes conséquences sur la réhabilitation. Et l'approche sol et sous-sol est fondamentale dans les études qu'on doit fournir aux entreprises pour apporter la meilleure solution de réhabilitation possible. Alors, ce qui revient quand même à chaque réponse, finalement, c'est cette connaissance du milieu. C'est une technique pointue, il faut avoir une vraie formation là-dessus. Donc, justement, que pensez-vous pourrait faire la FSTT concernant la formation ? Puisque, visiblement, c'est vraiment le point central, le point charnière pour la suite du développement du sang tranché. Écoutez, quand on regarde donc, le catalogue proposé par la FSTT, vous avez une petite dizaine de formations qui sont proposées. Le programme est disponible en ligne sur le site de l'association. Et globalement, tous les sujets sont plus ou moins, sont bien abordés, tant sur la partie travaux neufs, travaux de réhabilitation, sur la partie préalable, sur le déroulement de l'opération, sur sa réception. Donc globalement, je pense que le catalogue actuel, en tous les cas à mon sens, est assez étendu. Voilà. Monsieur Pranveil. Alors, moi, je vais répondre un peu différemment. Je vais avoir l'œil des collectivités territoriales aujourd'hui, au regard du contexte budgétaire qui est le leur, pour maîtriser tous les coûts de fonctionnement. Vous savez que les coûts de fonctionnement des collectivités locales sont capés à une augmentation de 2% par an. Moi, j'ai fait une proposition, mais elle est assez compliquée à mettre en œuvre, a priori. C'est que vous savez que les collectivités locales envoient donc leurs agents en formation en grande masse, si c'est possible, avec le CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale. Et il faut savoir que les employeurs cotisent un pourcentage de la masse salariale justement pour leur permettre d'accéder à ces grands catalogues de formation. La formation FSTT telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est très pointue, très bien, sauf que ça consacre une absence, alors je ne veux pas me tromper, mais c'est de 2 ou 3 jours. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour libérer des collègues pendant 2 ou 3 jours à plusieurs, c'est très compliqué parce qu'il faut assurer quand même le travail au quotidien. Et moi, je pense que l'avantage de pouvoir intégrer la formation FSTT dans le catalogue de SFPT avec des modules progressifs, ça serait quelque chose de plus souple, qui permettrait de démocratiser la formation de manière beaucoup plus large et beaucoup plus étendue et qui amènerait une acculturation plus large des techniques sans trancher. Donc je vais essayer de le faire sur la région Bretagne. Je n'ai pas dit que j'allais y arriver, mais je pense que c'est une piste. Alors après, ça posera peut-être un problème à la FSTT si c'est un succès, c'est de trouver les formateurs. Trouver les formateurs. Vous êtes déjà rapproché alors du CNFTP ? Non, c'est un projet en cours justement pour avoir une vision beaucoup plus globale de ce besoin de formation. Très bien. Olivier Méchéry ? Oui, pour compléter un peu les propos de mes deux collègues, effectivement, on est sur des approches pluridisciplinaires avec beaucoup de thématiques. Ça peut aller jusqu'à des approches d'experts, ça peut être très pointu. Donc, dans tout ce panel, et à fortiori sur les collectivités, beaucoup de collectivités n'ont pas cette compétence et ce savoir-faire. Donc, déjà, les préalables en région, on l'expérimentait un petit peu sur Lyon, déjà, avec 2-3 modules. De mise en œuvre, d'initiation à cette technique, de savoir déjà entre les travaux neufs et les travaux de réhabilitation d'ouvrages existants. Ce sont 2 thématiques qui englobent beaucoup de choses. On a essayé de le mettre déjà sur une journée.
Maintenant, on essaie de développer ça sur des techniques étendues et en précisant un peu mieux ce à quoi ça correspond. Et répondre autant que faire se peut à un sujet qui a été encore évoqué tout à l'heure, c'était un cahier des CCTP, un cahier des ouvrages type bateau, qu'on peut mettre tout de suite en œuvre. Parce qu'une formation, c'est bien beau, mais on la met en place, et puis le lendemain, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, si on fournit en plus un outil permettant de le mettre en œuvre, et le mettre en œuvre, on n'est pas obligé de faire des grands ouvrages tout de suite, on n'est pas obligé de faire des tunnels, des viaducs. On peut très bien, avec des techniques très simples et des petits ouvrages, faire des choses tout à fait pertinentes. Donc, une formation à l'initiation, la mise en œuvre, un outil permettant de mettre les premiers pas, j'allais dire quelque part, les techniques sans trancher pour les nuls. C'est ce que j'allais vous dire aussi. Finalement, ce sont les bases de toute pédagogie, c'est d'apprendre et de pouvoir mettre en pratique de façon simple au début, mais en tout cas de ne pas juste avoir une journée de formation et ensuite d'avoir un vide qui fait qu'on ne s'y réveille pas forcément et que ça donne pas suite. Et alors après, c'est la difficulté de mettre la logistique en face et de répondre à ces attentes. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille et sur lequel on a à cœur de développer cette idée, cette démarche qui nous semble la plus constructive. Voilà. Alors pour aller au bout justement de cette idée, imaginons si tout ça se met en place, formation, beaucoup plus de formation. Vous l'avez dit, du coup, forcément, il y aurait besoin de plus de formateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? C'est bien sûr pas encore organisé, mais est-ce qu'on pourrait aller au bout de cette idée? Alors, monsieur Patrice Dupont en tant que président, ou alors monsieur Heikel? Une réaction. Si ce n'était pas possible, la répétition fixe la notion. Nous, aujourd'hui, on est parti du principe que de toute façon, on n'arriverait pas à former nos agents. On n'est pas nombreux non plus. On est 3, 4 personnes habilitées à pouvoir aller sur du chantier et à faire du suivi de chantier. Mais le démonstrateur, c'est-à-dire que quand on a un chantier de réhabilitation, inviter nos collaborateurs à participer en fait à cette réhabilitation, à questionner l'entreprise sur qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, pourquoi on est arrivé à cette solution. On passe beaucoup de temps avec les entreprises, qui sont présentes ici d'ailleurs, à discuter en amont sur comment on va aborder la meilleure solution. Donc on a la capacité aujourd'hui d'impliquer en fait nos collaborateurs autour de réflexions. Et j'aimais bien tout à l'heure l'intelligence collective. C'est vraiment quelque chose que nous, au SIAV, on pratique énormément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un expert. Il y a probablement un expert, mais il y a aussi des gens qui peuvent profiter de cette expertise et des échanges qu'on peut avoir avec des entreprises sur quelle est la meilleure définition et pourquoi on va vers cette définition. Donc, la répétition fixe la notion. Très bien, donc d'être fédérateur justement de cette formation avec vos collaborateurs directement. J'aurais peut-être rajouté quelque chose, ça ne répond pas comme dans votre question, mais c'est, disons que... on a beaucoup parlé de cahier des charges, de modèles de cahier, de consultation qui seraient tout prêts. Je voulais simplement ajouter et signaler, parce que je pense que ça sache par tout le monde, que la FSTT a travaillé pendant presque 5 ans avec un groupe d'une quarantaine d'experts à la réécriture des fameux fascicules 70, 71 et suivants. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je explique rapidement de quoi il s'agit. C'est simplement un cahier que le ministère... met à notre disposition qui fixe un certain nombre de spécifications pour construire les travaux en réseau. Il faut savoir que ces cahiers, le fascicule 70 tel qu'il existe encore, parce que la version moderne n'est pas encore approuvée, même si elle existe, eh bien le ministère n'a pas encore donné son feu vert sur la publication définitive. Il faisait à l'époque, je crois, 150 pages. Le simple fait que la FSTT ait contribué à ces nouveaux cahiers l'a fait doubler de volume. Donc ça veut simplement dire que enfin, le ministère, les prescripteurs ont pris en compte la nécessité de faire les travaux sans tranchée et ont proposé des solutions pour le faire selon les règles. Donc ça ne répond pas exactement à votre question, mais voilà un outil digne de ce nom pour pouvoir effectivement demain aider à former plus de personnes quand même. Ces fascicules malheureusement ne sont pas opposables. Enfin, il n'y a pas beaucoup de maîtres d'œuvre qui aujourd'hui se permettraient de s'en passer. Très bien, merci beaucoup pour cette précision qui montre justement l'avancée de cette formation, de cette prise de conscience en tout cas à un niveau plus général. Vous nous représentez chacun des collectivités et maintenant en fait je vais vous demander de vous adresser directement en fait aux maîtres d'œuvre, aux bureaux d'études, aux entreprises. Comment selon vous elles devraient évoluer?
Personne n'ose. Beaucoup de choses ont été dites, hein. Je vais reprendre la parole si vous le permettez. Beaucoup de choses ont été dites. Il faut qu'elles se forment déjà. Il faut qu'elles soient un peu moins frileuses. Ce n'est pas un reproche que je vais leur faire, parce que si elles le sont, en général, c'est que leurs maîtres d'ouvrage sont frileux. Donc, je parle des bureaux d'études, là. Hein. Oui. Ensuite, si je veux donner aussi un conseil, c'est qu'un chantier, ça se prépare, quoi. Hein. On ne décide pas du jour au lendemain de faire un forage dirigé ou de faire un tunnel. Ça, chacun le sait ici. Mais même quand on a fait ça, même quand on a écrit un beau cahier des charges, ça a été dit par mon voisin de droite, la géologie, c'est évidemment, bien sûr, la question essentielle. La présence des concessionnaires, c'en est une autre. Quand on est en région parisienne, et je pense que même en région tout court, cette question se pose. Donc effectivement, nos bureaux d'études, qu'ils soient publics ou privés, doivent absolument veiller à des préparations vraiment dignes de ce nom. D'ailleurs, je rappelle que l'agence de l'eau Seine-Normandie, mais je crois que c'est pareil ailleurs, impose un délai minimum de 2 mois entre le moment où le marché est notifié et le moment où on donne le premier coup de pioche. C'est pas juste pour rire, hein, c'est pour être bien sûr qu'on a fait le tour de toutes les questions. Très bien. Monsieur Batman, peut-être vous pouvez rebondir là-dessus par rapport à l'agglomération parisienne. Donc en fait, nous, la maîtrise d'œuvre, en fait, elle est interne chez nous. Et le vrai souci, ça serait de pouvoir en permanence la maintenir. C'est-à-dire garder pour le futur, parce que là, on a une génération qui a construit énormément d'émissaires et qui est en train de partir à la retraite. Hein, et par contre, il faut qu'on arrive absolument à maintenir par des nouveaux projets en permanence ce savoir-faire qui est riche de toute notre histoire depuis donc 1950. Oui, une petite réaction, puisque moi, j'ai l'avantage d'avoir les 2 casquettes. Parce que quand je vais sur le chantier, je suis maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Depuis peu, mais donc j'avais mon bureau d'études privé. Alors si je peux me permettre de passer un conseil à mes ex-confrères maîtres d'œuvre, c'est insister auprès de vos maîtres d'ouvrage pour avoir les études géotechniques. C'est pas le prix que ça coûte, l'étude géotechnique. Par contre, ça va vous coûter très cher en phase chantier. Donc insistez et avec diplomatie, faites-leur comprendre que vous ne pouvez pas faire une étude sans étude de sol. C'est impossible. Quel que soit le domaine, il n'y a pas que le réseau sans tranchée, il y a plein d'autres domaines. Vous ne pouvez pas faire un projet d'aménagement qui soit en surface ou souterrain sans étude de sol. Alors il faut leur faire des devis, vous prenez la main, faites faire des devis, vous leur mettez sous les yeux et vous leur dites voilà, vous faites un chantier d'X centaines de milliers d'euros et voilà le prix que représente l'étude de sol. Voilà. Les recommandations sont claires. Merci, Monsieur Heikel, pour compléter. Je pense qu'il faut que les entreprises, et nous on passe beaucoup de temps avec les nôtres en tout cas, qui ont eu le marché, je pars toujours d'un principe que les collectivités sont des non-sachantes. On doit savoir des choses, mais on est non-sachants. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'ils adaptent leur discours par rapport à leurs connaissances, parce qu'ils savent beaucoup de choses, notamment les entreprises de réhabilitation. Ils ont une technicité très pointue, et c'est comment ils peuvent nous amener en fait vers la bonne solution, tout en nous permettant de prendre la bonne solution finale. Et généralement, on travaille toujours avec eux avec plusieurs scénarios. L'idée, c'est de trouver la meilleure qui correspond au contexte qu'on va rencontrer et notamment à ce que nous devons appréhender par rapport à nos élus sur le territoire. Très bien. Qui d'autre? Monsieur Pranveil, oui, du côté de Rennes. Alors, moi, je dirais qu'une affaire bien réussie, c'est un partenariat qui fonctionne bien entre un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre et une entreprise. Et que pour ce trio fonctionne bien, il faut de la compétence à tous les niveaux, parce que ça permet des rapports de force équilibrés, des discussions équilibrées. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc ça passe, comme tu disais tout à l'heure, Vincent, à préserver nos moyens et nos compétences. Et ça, c'est pas évident aujourd'hui dans le contexte actuel. Ça, c'est très compliqué. Et effectivement, c'est ce rapport de force équilibré qui va faire en sorte que les affaires se passent bien. Donc il ne faut pas être naïf, il faut effectivement bien comprendre comment fonctionne le modèle économique de tout ça. Et quand on a fait ça, on est en capacité de négocier. Merci. Olivier, mes chéris. Alors, ça complète, et on ne va pas redire ce qui a été dit, parce qu'effectivement, c'est presque de la palissade. Aujourd'hui, je dirais que c'est ce fameux triptyque qui fonctionne bien, à condition que ça soit dans des rapports équilibrés. Et pour ce faire, il ne faut pas que le maître d'ouvrage ait peur. Il faut qu'il se lance. Il faut qu'il affirme l'envie de passer au sans trancher. Parce que ça commence par ça. Un maître d'œuvre réalisera ce que le maître d'ouvrage souhaite. Et si on est sur une approche constructive, une démarche positive, toute la mécanique se mettra en marche.
Et donc les maîtres d'œuvre seront force de proposition. Ils attacheront de l'importance à toute la préparation qui est nécessaire, comme l'a dit mon collègue, mais également les entreprises qui sont avec des compétences, avec des initiatives, des forces de proposition qui sont tout à fait intéressantes. Mais ils ne les mettront en œuvre que si on a une volonté tous de développer cette activité. Et pas forcément avec des sujets colossaux tout de suite, en commençant petit à petit, étape par étape. Alors, devenir de vrais partenaires. Est-ce que tout a été dit ou vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Legrand, à ce sujet? D'accord. Alors, Olivier, mes chéris, je vais continuer avec vous, si vous le voulez bien. Je vais vous demander, en fait, s'il y a une innovation technique en particulier que vous attendez. Alors, c'est une très bonne question. Merci. Donc des innovations, je dirais que les procédés sont déjà pas mal avancés. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup avancé ces 10-20 dernières années sur toutes les techniques liées au sang tranché. Mais s'il y en avait une sur laquelle j'aurais des attentes, ça serait sur la détection des grandes profondeurs. Puisque aujourd'hui, sur des profondeurs de taille moyenne, on arrive à détecter des réseaux, à voir des incidences, des vides, mais plus la profondeur est importante et plus les procédés sont compliqués. Et les natures de terrain, on en parlait, l'hydrogéologie, fait qu'à des moments, des terrains gorgés d'eau, des terrains avec des natures de sol plus ou moins imperméables, ne nous permettent pas d'investiguer sans avoir à ouvrir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, plus on avancera dans ces techniques, mieux ce sera. Ça c'est pour la partie travaux neufs. Sur la partie réhabilitation d'ouvrages existants, je dirais c'est sur les diagnostics. On parlait tout à l'heure de la préparation, ça c'est très important. Outre le fait de toutes les investigations complémentaires, la nature de sol, la géologie, la préparation, la géotechnique, il y a le diagnostic de nos ouvrages existants, sa tenue. Dans quelle nature d'ouvrage il est, dans quelle proportion, quelles ont été les années de construction, parce que suivant les années de construction, on sait que c'est une armature qui la rend structurante ou pas. Voilà, c'est tout un tas d'éléments qui font que par un bon diagnostic, on amène une bonne réalisation, puisqu'elle répond à des contraintes et à des problématiques identifiées. Je m'explique très simplement, hein. C'est comme ça donne une idée à tout le monde. Sur 1 km de réseau d'assainissement réhabilité, si on remplace tout ou on réhabilite totalement avec des ouvrages structurants en ferraille, ça va nous coûter très très cher. Alors qu'avec un très bon diagnostic ciblé sur les endroits où on détecte des faiblesses structurelles et sur d'autres, pas de faiblesses structurelles mais de la maçonnerie simple, on peut diviser par 2 voire 3 le coût d'une réalisation. Je vous le dis en connaissance de cause, puisque ça m'est déjà arrivé il y a encore quelques années de ça. Il y a 3 ans, j'ai réduit de moitié le budget affecté à une opération par un diagnostic ciblé de la réhabilitation. On avait mis l'accent là où c'était nécessaire et de manière conséquente. Et à d'autres endroits, on a optimisé par des réalisations simples, puisqu'il n'y avait pas matière à tout détruire ou conforter de manière plus importante. D'accord. Donc des outils de diagnostic beaucoup plus performants. J'imagine que vous allez pouvoir en discuter avec les visiteurs de ce salon jusqu'à demain. Je vais vous demander, Monsieur Legrand, dans la région de Pontoise, en fait, est-ce que vous sauriez nous communiquer à peu près le pourcentage en chiffres, ou en part en tout cas, du sang tranché dans vos travaux? Si on parle en chiffres, sur les 3-4 dernières années, on va être à une bonne majorité de travaux sans trancher. Pour la bonne et simple raison qu'on a en fait essentiellement une zone qui est urbaine avec toutes les contraintes que ça va entraîner derrière. Donc on est essentiellement sur la solution tranchée pour 80% de nos opérations. D'accord, très bien. Et si je vais dans le détail, pour anticiper un petit peu vos questions, je pense que ça va venir, on va être dans les mêmes proportions sur des travaux de réhabilitation. Oui. Et pas du tout sur les travaux neufs. D'accord, mais c'est ça aussi, voir la proportion entre travaux neufs et travaux de réhabilitation. Là, sur 2018, on a monté 10 opérations au total, et sur les 10 opérations, une seule concernait les travaux neufs, le reste c'est du travaux de réhabilitation sans trancher. D'accord, très bien. Merci pour ces éclairages. Monsieur Patrice Dupont, peut-être vous pouvez nous dire, de votre côté, en Seine-Saint-Denis, la part du sans tranché et du travaux avec tranché, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres? Si on parle des travaux de réhabilitation, c'est 100%. C'est simplement 100%. Pourquoi c'est 100%? Parce que ces ouvrages sont des ouvrages qui sont en pleine ville, ils sont absolument pas remplaçables.
pas remplaçable parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un élu qui va nous autoriser à ouvrir un trou. Enfin, là, typiquement, j'ai un exemple, et il n'est pas là, ça tombe bien. J'ai un élu qui, depuis 2 ans, nous empêche, mais on comprend, il veut, comme il subit toujours les affres de la ligne 11. La ligne 11, c'est pour les gens de la région, c'est la prolongation d'une ligne importante de métro. Ça fait 2-3 ans que ces riverains supportent ces chantiers, qui sont effectivement, là pour le coup, les travaux, c'est les travaux sans tranchées, mais il y a quand même les stations qui sont pas en tranchées, donc qui sont en parlement en tranchées. Donc l'élu n'en veut plus, et l'élu nous a dit, vous pouvez pas faire. Donc c'est clair, il va nous obliger de faire. Donc pour répondre à votre question, oui, effectivement, c'est 100% en réhabilitation. Et puis, si on a des ouvrages neufs à construire, c'est encore 100%. Mais j'ai bien conscience que c'est la région parisienne qui veut ça. Mais à entendre mes collègues de région, j'ai l'impression qu'ils subissent les mêmes pressions que les nôtres. C'est une très très bonne nouvelle pour le sans tranché. Effectivement. Alors, du côté de Valenciennes. Alors nous, on est aux prémices, comme disait Hakim. Il vient depuis très récemment que vous êtes Très récemment, il a rédigé le cahier des charges il y a à peine 2 ans. On commence à monter les études, donc on a un accord cadre avec notre partenaire entreprise, enfin un groupement. Donc on commence à lancer les études avec eux et on a ciblé pour l'année là déjà et l'année prochaine, ça va représenter environ 4-5% de nos travaux d'investissement, donc y compris le neuf, y compris le renouvellement. Et on espère forcément que le chiffre gonfle d'année en année, c'est l'objectif. Très bien. Oui, monsieur Haeckel, vous vouliez... D'accord. Alors, je sais, monsieur Pranveil, voilà, on va passer à vous, parce qu'en fait, vous m'aviez dit, vous, que de votre côté, c'était beaucoup plus délicat, en fait, de pouvoir quantifier, puisque l'organisation faisait que les chiffres étaient répartis en différents services. Voilà. Pour expliquer aux collègues et au public, c'est vrai qu'on a une organisation un peu atypique à la métropole. C'est que d'un côté, vous avez les services de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, et de l'autre côté, vous avez les directions d'exploitation et de gestion. Donc du coup, on n'est pas dans des silos métiers comme on a habituellement tendance à le voir dans les grandes métropoles. Donc ça oblige à une très grande transversalité entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les gestionnaires et les exploitants. Ça, c'est le premier point. C'est vrai que notre métropole, elle est jeune, donc je ne peux pas vous donner des chiffres. Je peux juste vous dire qu'à Rennes, les derniers tranchés qu'on a faits, ils sont tous sans tranchées, dans les contextes que vient d'expliquer Patrice Dupont. On n'est pas à Paris, on est à Rennes, mais on a les mêmes problématiques. Ce qui est plus intéressant, c'est les interventions récentes qu'on a faites dans les petites communes autour de Rennes. Oui. En fin de compte, les maires, ils sont habitués à avoir leur maître d'œuvre, à avoir des techniques de fabrication, à choisir leurs entreprises. Donc là, c'est une révolution un petit peu de se plier, en fin de compte, à la discipline collective. Et en fin de compte, la commune à côté de Rennes devait refaire tout son centre-bourg un espace très noble. Et on leur a dit, on va faire d'abord un contrôle et une inspection des réseaux existants. On avait un réseau d'eau usée en amiante qui était complètement pourri, et un réseau de pluvial à côté en amiante qui était prêt à s'effondrer. Donc il a dit, non, on fait quand même. Donc on a commencé à faire un trou, et quand on a vu que tous les réseaux s'effondraient, il a commencé à se dire, c'est peut-être pas effectivement ce qu'il faut faire. Donc du coup, on est parti en réhabilitation, et on a réussi à faire de l'éclatement, et on a réussi à faire du chemisage. Donc ça veut dire que quand même, on prend une conscience, et même dans les petites communes, maintenant, dans le contexte qui est de la rénovation et de boostage des espaces publics, je pense qu'on va avoir une agréable surprise pour les travaux sans tranchées. Très bien, merci. Olivier Méchéry, du côté de Lyon. Oui, alors sur la partie réhabilitation des ouvrages, aujourd'hui on a à Lyon mis plus l'accent sur le domaine de l'eau potable. Il est vrai que sur l'assainissement, c'est quelque chose que l'on, par culture, par habitude, on arrive à faire plus aisément ou de manière moins frileuse. Et là, on s'est lancé sur la gestion patrimoniale de nos réseaux d'eau potable, nos réseaux structurants. Et compte tenu de la grosseur, de l'importance et de la profondeur, on en est venu à la conclusion qu'il était fort judicieux de faire des techniques sans tranchées plutôt que de rouvrir. On en parlait un peu en aparté tout à l'heure avec les collègues. On a un gain. Ce que vous avez dit avant. Alors, je vous livre un secret, mais vous le dites à personne. C'est le coût. Parce que quelque part aussi, le nerf de la guerre, c'est le coût. Et à savoir que on a la question récurrente de nos élus ou de certains administrés de nous dire, mais les sans tranchées, ça coûte combien par rapport à du tranché? Est-ce qu'on y gagne vraiment? Et là, nous de répondre que c'est pas évident à répondre, sachant qu'un chantier ne ressemble jamais à un autre. Mais globalement, et pour l'avoir un peu comparé sur des appels d'offres et sur des tranchées ou des réalisations que l'on a faites avec ou sans tranchées, globalement, on peut espérer gagner de 10 à plus de 30%
en coût. C'est en ça que ça peut être intéressant, puisque globalement, et vous allez me rejoindre dans la démarche, c'est très simplement, dès lors qu'on fait une tranchée, on enlève du sol, on va en chercher, on le met en décharge, on va en chercher du matériau noble, on le met, quand on ne fait pas le remplacement sur place, et après il faut faire l'enrobé, c'est-à-dire refaire la route. Alors que sur le sans tranchée, vous faites des puits, vous faites un tracé sans la tranchée, et vous pouvez déjà économiser toute la tranchée, y compris refaire le tapis de l'autoroute ou de la route ou de la chaussée. Donc au final, 10 à 30% d'économie, vous nous dites. On peut espérer effectivement de 10 à 30% d'économie. En tout cas, je m'avance un peu là-dessus, mais c'est quelque chose qui s'affine, ça chiffre chantier par chantier, opération par opération, mais il y a quand même un intérêt économique. Voilà, on ne va pas se le cacher. Et pour la partie eau potable, c'est quelque chose qui est encore très sensible, parce qu'on touche à l'alimentarité. Refaire un ouvrage, mettre une enveloppe, est-ce que c'est une enveloppe alimentaire? Est-ce que cette enveloppe va tenir? Et si elle tient, combien de temps? Mais pendant qu'on coupe, qui va nous alimenter en eau potable? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas avoir un souci à un moment donné pour réapprovisionner? Voilà. Et les techniques sans tranchée, aujourd'hui, à Lyon en tout cas, on s'attache à le développer de plus en plus dans cette thématique d'eau structurante, eau potable. Et je dois reconnaître que c'est plutôt intéressant. Voilà. Très bien, merci beaucoup. En agglomération parisienne, alors cette part du sans tranché, je vous passe mon micro. Alors concernant la part du sans tranché, donc pour le SIAP, les missions du SIAP, c'est de transporter et d'épurer les eaux. Vous comprendrez que c'est l'épuration qui englobe pratiquement la majorité de notre budget pour faire fonctionner donc nos usines d'épuration. Sur les réseaux, donc sur la part réseau, j'ai un peu regardé en travaux neufs simplement sur ces 10 dernières années, nous sommes à un volume entre 15 et 20 millions d'euros par an. Donc en pourcentage, ça ne représente pas énormément par rapport au budget du SIAP, mais bon, c'est quand même une ligne de front assez intéressante, maintenue tous les ans et qu'il faut absolument qu'on préserve. En réhabilitation, tout est en sans tranchée, hein, puisque c'est la réhabilitation de notre patrimoine déjà existant. Très bien, merci beaucoup donc pour ce point sur la part de travaux sans tranchée dans vos collectivités. Oui, monsieur Haïk. Lorsqu'on a commencé donc à rédiger ce cahier des charges, donc il y a un peu plus de 2 ans, on a comparé les prix qu'on connaissait il y a à peu près 8 ans. Il y a 8 ans de cela. Oui. Et on les a comparés par rapport aux nouveaux prix qu'on connaissait. En fait, on a eu un gain d'à peu près 30%, je te rejoins. Et c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que déjà, les techniques de réhabilitation ont évolué dans le temps. Et le fait qu'elles aient évolué et qu'elles sont mieux maîtrisées, le coût a été abaissé. Les produits ont également baissé en termes de coût. Ce qui n'a pas baissé, c'est le coût de la main-d'œuvre. Parce que forcément, cette technicité demande des qualifications très précises des entreprises, du personnel qui utilise les produits et qui font de la réhabilitation. Donc c'est la seule chose qui, cette part de main-d'œuvre n'a pas varié. Par contre, le coût des produits et des techniques, ça, clairement, ça a baissé en l'espace de 10 ans. Très bien. Donc, selon vous, cette part est en progression, peut progresser en tout cas, ou dites-nous vraiment ce que vous en pensez par rapport à l'évolution de cette part du sans tranché. Allez-y, monsieur Haïkel. Nous, ce qui est certain, c'est que sur notre territoire, on a au démarrage, Jérôme l'a très bien dit, c'est l'une de nos contraintes principales sur notre territoire, elle est environnementale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un plan de prévention des risques de mouvement de terrain qui nous impacte très fortement. On ne peut pas aller avec les engins pour créer des tranchées et créer des désordres. Ça, il n'est pas question. Ce qui veut dire que le maître d'ouvrage a une obligation aujourd'hui réglementaire dans les cas des 5 ans, à partir du moment où il y a un arrêté, pour réhabiliter ces réseaux et les rendre étanches. Ça, c'est un fait. Pour y répondre rapidement, quelle autre solution nous avons que de réhabiliter? Donc ce qui veut dire que, en tout cas pour le territoire de Valenciennes, ça va aller en progression pour répondre à un enjeu réglementaire. Au-delà, c'est ce que je disais en préambule, c'est-à-dire qu'on a des enjeux environnementaux, mais sociaux et économiques par rapport à nos élus. Et on voit bien que dans ce qu'on fait des travaux de grande importance, ça a forcément un coût économique en surface indirect par rapport à la population qui entoure ces travaux. Très bien. Alors, on avait eu votre réponse, monsieur Dupont, puisque pour vous, c'est du 100%. Oui, en tout cas, je confirme comme ce que vient de dire le collègue. Simplement, 2 petits mots sur les coûts. Évidemment que c'est moins 30%, et c'est même beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il faudrait rajouter, mais ça on ne sait pas le faire malheureusement, il faudrait rajouter les coûts sociaux.
Ça fait que 25 ans que la VCT le dit, ça fait que 25 ans que personne ne nous entend. Enfin, c'est quand même des bouchons en moins, c'est des poussettes en difficulté en moins, des personnes âgées, des personnes handicapées qui vivent mieux la ville. Enfin bon, j'ai pas envie de m'énerver là-dessus parce que ça fait quand même que 25 ans qu'on le dit. Et puis, il y a un autre coût qu'on a totalement oblitéré, c'est le coût environnemental. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des ressources en moins, des camions en moins, du CO2 en moins. Enfin, bref, c'est pas moins 30%, je pense que le bilan est bien plus positif que ça. Simplement, ce que je veux ajouter aussi, c'est sur les travaux de réhabilitation. Ça ne peut qu'augmenter, tu l'as dit, je le confirme, ça ne peut qu'augmenter. Il m'arrive parfois de penser avec frayeur à l'héritage qu'on laisse à nos enfants et petits-enfants, en se disant que les ouvrages que nous avons construits, que d'ailleurs nos grands-pères parfois ont construits, ils sont non seulement indispensables, mais on ne peut même pas les reconstruire. On ne peut pas les reconstruire, je pense notamment à ceux qui transportent l'assainissement. On ne sait pas les mailler. Donc on est vraiment condamné définitivement à ce qu'ils soient toujours en bon état. Donc ça veut dire qu'il y a des beaux jours devant nous pour les travaux de réhabilitation. Ces ouvrages-là, ils sont structurants, ils ont une cote de départ, ils ont une cote d'arrivée. On est incapable d'en mettre un autre à côté, donc il faudra les entretenir. Et donc c'est un appel que je pousse à l'égard de tous ceux ici qui exposent. La réhabilitation, c'est un travail très sérieux, c'est l'avenir de demain, beaucoup plus à mon avis que la construction d'ouvrages neufs. On en fera bien sûr, mais on a déjà beaucoup fait en ouvrage, on n'a plus beaucoup de place, donc on ne peut que bien réhabiliter. Et vraiment, les coques, ça doit être de qualité, les bétons brochés, ça doit être de qualité. On est là pour le siècle, pas pour les 10 ans qui viennent. Très bien. La durabilité, effectivement. Monsieur Pranveil, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je vais juste rajouter quelque chose qui me paraît important pour les années à venir, c'est les nouvelles politiques de mobilité et de transport. Comme on l'a dit, les centres-villes, on va restreindre de plus en plus la place de la voiture, donc au profit des transports en commun. Et les transports en commun, effectivement, c'est intéressant, mais il ne faut surtout pas les perturber. Quand ils perdent quelques secondes, ça se chiffre par million et bien plus, ça dépend des trajets. Donc ça veut dire qu'il ne va pas falloir du tout les gêner, donc ça va favoriser les travaux sans trancher. Puis le corollaire de la première remarque, c'est qu'en fin de compte, on va avoir des actes de transport qui vont de plus en plus chargés là où on peut autoriser la voiture, et c'est la même chose, il ne va pas falloir les gêner. Donc à mon avis, ces deux phénomènes conjugués vont faire qu'effectivement, on va avoir une augmentation des travaux sans trancher. Très bien, merci. Pour terminer, peut-être vous vouliez dire un mot également, ou tout a été dit sur cette question d'évolution ou pas ? Beaucoup de choses ont été dites et je pense qu'on a fait le tour presque de la question. Juste pour dire et rejoindre un peu les propos de mon président préféré. C'est tout simplement, on ne travaille pas pour nous, mais on travaille pour les générations à venir. Et qu'il est de notre responsabilité de faire les choses le plus optimisées et de réhabiliter des ouvrages plutôt d'en construire à foison. C'est peut-être la meilleure des idées que l'on ait, avec un souci d'économie, de performance, et tout ça dans la compétence et le savoir-faire qui est le nôtre. Merci beaucoup. C'est bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les 6 pour vos réponses. Tous les 7, pardon. C'est dur, hein, au-delà de 6, moi je ne suis plus comptée. Vous voyez pourquoi je ne suis pas moi-même dans la construction, les travaux, c'était pas possible. Vous parliez d'équations compliquées tout à l'heure, bah voilà. Peut-être avez-vous des questions dans le public ? Oui, monsieur. Virginie va vous apporter le micro. Oui, bonjour. J'ai pas vraiment une question, mais juste une remarque. Il y a un aspect qui n'a pas été abordé par les représentants des collectivités et des maîtres d'ouvrage, mais qui est importante pour les citoyens qui vivent les travaux tous les jours, c'est la durée de réalisation des travaux, les délais. Avec du sans tranché, on va beaucoup plus vite qu'avec les tranchées. Et pour un citoyen qui vit les travaux au quotidien, qu'un chantier dure une journée au lieu de 15 jours, ça change beaucoup la vie. Et ça, malheureusement, vous ne l'avez pas abordé, et je pense que la plupart des décideurs ne le prennent pas souvent en compte. Alors, tu l'as peut-être pas très bien entendu, je l'ai peut-être dit indirectement. Effectivement, dans le logiciel qu'on a mis au point, ce paramètre-là, il rentre en compte, en fin de compte, dans chaque projet. C'est-à-dire qu'on va chiffrer un projet classique et sans trancher avec tous ces paramètres, dont le délai de réalisation. Merci pour cette précision, parce qu'effectivement, la question de la nuisance pour les usagers est très importante aussi, et dans le gain de temps. Est-ce qu'on a une autre question ? Nous avons Michel Mermet qui va nous adresser quelques mots, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. D'abord pour vous féliciter de cette table ronde
où vraiment on a dit beaucoup de choses. Vous avez pratiquement fait vraiment le tour de la question. C'est vraiment encourageant. Et finalement, pourquoi, avec tout ce que vous avez dit, pourquoi on hésite encore? Pourquoi on n'en fait pas plus? C'est vraiment maintenant la question qui reste. Et on voit bien que ça n'est pas pour des raisons techniques. Ces techniques, aujourd'hui, on les maîtrise complètement. On en voit le résultat, on en voit tous les avantages. Alors, pourquoi? Il faut donc passer à cette question-là. Pourquoi? Et ce ne sont plus des raisons techniques, ce ne sont plus des raisons économiques. Alors, pourquoi? Et donc, il y a une crainte que les réponses ne soient pas toutes très nobles dans les raisons de ne pas utiliser ces techniques. On se comprend, je n'irai pas plus loin, mais ça exprime beaucoup de regrets. Alors si on exprime un espoir maintenant, l'espoir ça consisterait à dire, mais il faudrait trouver les élus décideurs qui décident de ça. Bon, finalement, comme c'est intelligent, comme ça marche, comme c'est économique, il faut vraiment qu'on s'en serve. Le Premier ministre l'a dit, il l'a dit au plus haut niveau au mois d'octobre, je crois. Il a dit il faut développer l'utilisation des techniques sans trancher. Bon, alors, bien sûr qu'il a lu ce qu'on lui avait dit, mais il l'a dit. Donc, chiche, on le fait. Puisqu'on le fait, alors comment on le fait? Il y a une solution. On décide que maintenant, la manière de faire des réseaux, de les réparer, de les réhabiliter, c'est le sans trancher. Que c'est ça la règle. Quand on fait un appel d'offres, il est sans trancher. Et si par hasard, exceptionnellement, on le fait avec des tranchées, alors il faut se justifier, il faut faire un rapport et il faut que ce soit décidé par une autorité indépendante. Voilà une proposition pour mettre de l'ambiance. Mais encore merci pour ce que vous avez dit et merci madame pour votre très belle animation. Je vous en prie, mais merci à vous Michel Mermet, président d'honneur. Merci pour ce mot de conclusion. Je remercie l'ensemble des intervenants et vous-même pour votre attention. Nous avions donc Sébastien Legrand pour le SIARP, nous avions Olivier Méchéry pour la métropole de Lyon, monsieur Alain Pranveil pour Rennes. Nous avions monsieur Patrice Dupont pour la Seine-Saint-Denis, monsieur Bourgoin et monsieur Haïkel pour Valenciennes et enfin monsieur Batman pour l'agglomération parisienne. Merci beaucoup et vous allez pouvoir en discuter puisque vous m'avez parlé de très gros projets à venir, notamment du côté de l'agglomération parisienne avec plus de 10 km de projets en sans tranchée. Merci à tous et bonne continuation.